C'était considéré comme une atteinte extrême à la vie privée, parce qu'à partir du moment où, dans un seul fichier, on a la possibilité de tout connaître de l'individu, de tout contrôler, de tout aller vérifier, ça pose des problèmes en termes de sécurité de la donnée et de toute façon de mauvaise utilisation. On sait, c'est pas un master fichier Excel qui est partagé. À quoi ressemble cet énorme fichier un peu mystérieux et peu connu du grand public? Bon, les accès sont gérés, est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est updaté, mis à jour une fois par mois? À quelle fréquence? La transparence, elle est là. La surveillance, c'est plus un acte politique qui découle de la transparence. Ça va être de plus en plus difficile de dire « j'ai oublié de déclarer » ou « je ne savais pas ». En tout cas, l'administration, elle, saura qu'il y a quelque chose à déclarer. S'il y a une transparence totale sur les plateformes d'échange et que l'administration se dote d'outils qui permettent d'avoir une traçabilité très extensive on-chain, en fait, toutes les opérations crypto peuvent être connues de l'administration sans avoir besoin de poser des questions à un individu. Déjà, on est sur une surveillance qui finit par être totale. Bonjour Axel, je suis ravi de t'avoir sur l'émission. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter professionnellement ce que tu fais donc au sein de l'industrie crypto? Bien sûr, bonjour Pierre, merci beaucoup de me recevoir déjà. Alors moi je suis avocat fiscaliste au sein du cabinet d'avocats DNA Partners qui aujourd'hui est un des cabinets leaders sur l'accompagnement juridique, légal, fiscal du secteur crypto en France. C'est un des plus gros cabinets dédiés à l'accompagnement des entreprises crypto. Et je co-dirige le pôle taxe avec mon associée Elisabeth Descamps. Et on est de chez DNA depuis quelques mois parce qu'avant de rejoindre DNA, j'ai fondé et exploité un cabinet pendant plusieurs années qui s'appelait Revo Avocat, qui était dédié à l'accompagnement uniquement sur le pôle fiscal des acteurs du secteur crypto. Ça va des entreprises aux particuliers, aux projets, bref, c'est assez large, c'est toujours à destination du secteur crypto. Génial. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va surtout se concentrer sur le DAC8, la traçabilité. On voit que l'État français, mais comme de nombreux autres pays, mettent des moyens mais colossaux en termes de traçabilité, de surveillance. Est-ce que déjà, tu peux rapidement présenter pour quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est DAC8, DAC8? DAC8, ce n'est pas un texte qui vient de nulle part, qui est isolé. En réalité, ce n'est que la version de l'Union européenne d'un texte plus large qui s'appelle CARF. On y reviendra dans quelques minutes. Mais c'est un texte CARF dont l'initiative a été prise par l'OCDE. Donc à la base, ça répond à un mouvement de transparence au niveau international et pas uniquement au niveau français ou au niveau de l'Union européenne. DAC8, c'est la suite d'une série de directives, les directives DAC. En gros, c'est les directives anti-corruption, anti-blanchiment. Et ça vise à introduire, en tout cas dans la version DAC8 et DAC6, ça vise à introduire des mécanismes d'échange automatique d'informations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que selon la directive, on constitue sur DAC6 ou DAC8, là c'est DAC8 qui nous intéresse, c'est celle qui concerne la partie crypto, ça impose aux plateformes et aux prestataires de services sur cryptoactifs, les PSCA, de faire remonter chaque année, de manière spontanée et automatique, un certain nombre d'informations à leurs administrations fiscales de tutelle. Donc, par exemple, une plateforme située en France va devoir faire remonter tous les ans des informations à l'administration fiscale française. Une autre plateforme qui est située en Allemagne va les faire remonter à l'administration fiscale allemande, etc. Et ces administrations fiscales vont ensuite consolider ces données et se les échanger entre elles de manière automatisée. Les directives sont en fait à l'origine pas du tout pensées pour les cryptos, enfin c'est DAC, mais c'est pour tout service financier? Exactement. C'est un mouvement de transparence. En fait, toutes les directives DAC, c'est toujours introduire plus de transparence dans la vie financière. Par exemple, la version précédente, surtout DAC6, en fait, c'est cette directive qui a mis en place l'échange automatique d'informations en matière bancaire. Aujourd'hui, si l'administration fiscale française sait, alors même que le contribuable a oublié de déclarer, sait que telle personne détient un compte chez Revolut, chez Trade Republic, c'est justement grâce à DAC6, c'est parce que les administrations fiscales en question vont pouvoir faire remonter l'information et se les échanger. C'est un mouvement en fait de longue date qui vise à introduire toujours plus de transparence vis-à-vis de l'administration fiscale pour qu'elle puisse à la base mieux cerner les opérations réalisées par les individus
et notamment lutter contre des schémas de blanchiment, des schémas de corruption et des schémas de fraude fiscale. Alors, donc je comprends que pas vraiment à l'échelle française. On a parlé de l'OCDE qui était à l'origine, donc avec le texte CARF. Explique-nous vraiment qui décide de mettre en place ce type de normes. Ça dépend de l'échelle déjà. Là, on va partir de l'échelle initiale, Ouais. l'OCDE. Donc, c'est les pays membres de l'OCDE, en fait, qui se réunissent à intervalles réguliers pour discuter de la manière dont on pourrait accroître la coopération internationale sur l'échange d'informations pour mieux contrôler, en fait, Ouais. les flux entre les différents pays. Ces représentants de chaque gouvernement se réunissent assez régulièrement, en fait, et il y a des groupes de travail qui vont faire des propositions sur de nouveaux textes visant à apporter toujours plus de transparence. Et c'est dans le cadre d'un de ces groupes de travail que texte CARF, Crypto Asset Reporting Framework, a vu le jour. Le texte définitif au niveau de l'OCDE a mis pas mal de temps à être adopté parce qu'en fait, c'est des discussions qui sont globales. Il faut un accord entre tous les pays membres de l'OCDE, en tout cas avec une majorité de pays, pour pouvoir aboutir à un outil qui fasse consensus pour tous les États membres. Sur la base des travaux de l'OCDE, en fait, il y a eu une réflexion interne au niveau de l'Union européenne pour prendre un peu les devants et en fait mettre au point un texte qui serait interne à l'Union européenne, qui va permettre une entrée en vigueur, un échange automatique d'informations plus tôt qu'avec le texte CARF, et surtout qui va moins dépendre de la coopération internationale au sens large, étant donné que les textes au sein de l'Union européenne ont beaucoup plus de force, notamment si les États membres manquent à leurs obligations de transposition, ils peuvent être sanctionnés par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc en fait, le pendant européen de CARF, ça sert surtout à assurer une meilleure effectivité de l'échange automatique d'informations dans l'Union européenne. Donc je comprends que c'est plus proche du presque temps réel, le partage d'informations entre les pays avec DAC8 par rapport à un CARF où c'est peut-être plus des notions de demande et ça peut prendre plus de temps, même s'il y a cette volonté d'avoir un fichier commun. Quelle autre distinction, écart on peut voir entre DAC8 et CARF? Alors globalement, c'est très très similaire. Okay, le contenu de DAC8, c'est un copier-coller. En résumé, c'est un copier-coller de CARF, c'est juste que dans DAC8, étant donné qu'on a de la réglementation au sein de l'Union européenne qui apporte déjà un certain nombre de définitions, par exemple le règlement MiCA, où on définit ce que c'est un prestataire de services sur cryptoactifs, les PSCA. Le DAC8 va s'inspirer de certaines définitions et de certains contours en fait, qui sont posés par d'autres textes, essentiellement MiCA, pour pouvoir être plus facilement mis en œuvre. Mais sur le principe, DAC8, c'est le pendant européen de CARF. C'est aussi simple que ça. À t'entendre, même quitter la France, quitter l'Europe, pour quelqu'un qui veut éviter cette surveillance de ces transactions en crypto, ça ne semble pas régler vraiment le problème parce que derrière, il y a CARF au niveau mondial. Est-ce que tu peux lister, nommer des pays qu'on a dans CARF, connus pour être intéressants quand on détient des crypto-monnaies, surtout pour ceux qui ont des très gros patrimoines, qui quand même seront ou sont inclus dans le dispositif CARF? Il y a deux choses à distinguer, c'est les pays intéressants quand on a des gros patrimoines et les pays que certaines personnes vont cibler parce qu'ils ont traditionnellement une aura de discrétion. On appelle les paradis fiscaux en gros. Et notamment sur les paradis fiscaux, dans les signataires de CARF, on peut signaler la présence des îles Vierges britanniques qui, en matière de crypto notamment, ont depuis plusieurs années attiré un certain nombre d'acteurs pour structurer des projets au BVI, les British Virgin Islands, qui ont créé des fondations, des sociétés qui étaient relativement opaques, on va dire. Cette opacité risque de prendre fin avec le cadre CARF. Il y a aussi des États, pareil, qui sont traditionnellement associés à beaucoup de discrétion, mais qui sont plus lointains, par exemple Singapour, où cet État est également signataire de CARF. Une des petites originalités de CARF par rapport aux échanges d'informations en matière bancaire, c'est la présence des États-Unis. En fait, les États-Unis, ce qui est un peu atypique, c'est que sur l'outil d'échange automatique d'informations en matière bancaire, les États-Unis sont globalement le seul grand pays qui ne soit pas signataire de cet accord d'échange automatique d'informations. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils se sont
un peu soustraits aux règles OCDE parce qu'ils ont leur propre outil permettant de récupérer de l'information en matière bancaire, ce qu'on appelle FATCA. Et en fait, ils ont mis en place, via cet outil, des dispositifs de récupération de l'information qui sont relativement asymétriques. Il faut savoir que dans FATCA, en fait, les États-Unis, par leur pression économique et financière, leur pouvoir économique et financier, le texte a été pensé pour que les États-Unis puissent récupérer très facilement de l'information. En revanche, pour aller récupérer de l'information depuis les États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce que c'est leur outil et ils l'ont structuré de manière à ce que ça serve principalement leurs intérêts. En matière de crypto, c'est un peu plus compliqué parce que pour FATCA, en fait, ils ont réussi à l'imposer. Ça date un petit peu maintenant, mais parce que initialement, lors des négociations sur FATCA, ils avaient notamment menacé les pays réfractaires à l'implémentation de l'outil FATCA, d'appliquer des sanctions sur les flux financiers qui transitaient par les États-Unis. Pour les banques, c'est extrêmement important. Ouais. Donc, évidemment, ça représentait un pouvoir et une menace extrêmement important. Ce pouvoir de nuisance, on va dire, cette menace n'existe pas vraiment pour la crypto. Ça, je pense que les États-Unis en ont bien pris conscience. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas faire cavalier seul et de se joindre aux discussions OCDE pour mettre en place CARFA. Et quel autre on va dire, apprentissage des premières directives de partage d'informations, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, on peut tirer comme enseignement? C'est une question que je veux te poser depuis longtemps. Quel enseignement, en fait, on peut tirer de ce type de partage de données qu'on voit qui existe dans le monde bancaire et est en train d'être mis en place au niveau des cryptos? C'est que ça devient de plus en plus difficile de faire profil bas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avec Daxis, donc l'échange de d'informations en matière bancaire, les informations sont très similaires en fait à celles qui s'appliquent aux cryptos dans le cadre de DAC8. Les banques ne vont pas avoir des communications ultra extensives. Bien entendu, elles ne vont pas communiquer de manière spontanée les relevés bancaires, toutes les opérations qui se déroulent sur les comptes ouverts auprès de leur établissement. En revanche, ce qui est communiqué de manière automatique, c'est l'existence des comptes bancaires. Ça va être de plus en plus difficile de dire « j'ai oublié de déclarer » ou « je ne savais pas ». En tout cas, l'administration, elle, saura qu'il y a quelque chose à déclarer. En amont, avant même que la déclaration soit faite, ouais. Exactement. Et ensuite, dans les informations qui sont transmises de manière automatique, il y a un certain nombre d'indices qui permettent de détecter des profils considérés comme à risque, notamment des relevés de soldes, c'est-à-dire que les banques, comme les plateformes de cryptoactifs, vont devoir communiquer les soldes les plus hauts au cours d'une année. Si un contribuable français a ouvert un compte auprès d'une plateforme située à l'étranger et qu'à un moment quelconque de l'année, il y a 5 millions en cryptoactifs dessus, l'administration fiscale va le savoir. Donc, évidemment, il y a de la volatilité et tout, mais ça va permettre de cerner des profils, des gros patrimoines en fait, qui vont attirer un peu plus l'attention et qui vont pouvoir générer un contrôle. Mais en soi, l'outil ne va pas en lui-même générer des contrôles. C'est plus un outil de détection des profils à risque. Donc, il y a un certain nombre d'informations qui sont communiquées chaque année. Il y a des amendes en cas de non-déclaration du compte. Il y a un intérêt à être très diligent sur ces obligations déclaratives et on va aussi avoir un certain nombre d'informations sur les opérations d'échange entre cryptoactifs, sur les opérations de conversion de cryptoactifs. Bref, tout ça, c'est des informations qui vont remonter de manière spontanée et donc on pourra voir si une personne réalise beaucoup d'échanges crypto, est-ce qu'elle réalise beaucoup de conversions crypto-euro et donc ça va permettre en croisant avec la déclaration annuelle à déposer notamment chez les plus-values crypto, si cette personne s'est bien conformée à ses obligations déclaratives et a bien payé ses plus-values. Bref, ça permet vraiment de faire du recoupement sur des profils à risque. J'avais vu le nombre de pays augmenter dans le temps qui étaient signataires des mesures internationales de suivi qu'on avait vu dans le monde bancaire. Est-ce que CARF aujourd'hui, avec combien de pays vont être signés, mais est-ce que tu penses que ce nombre de pays risque de croître dans le temps aussi? Alors c'est déjà en train de croître. Juste pour l'analogie, en matière bancaire, lorsque l'outil multilatéral d'échange d'informations a vu le jour début des années 2010, ouais. Alors de mémoire, je ne sais plus exactement, mais il devait y avoir une vingtaine, une trentaine de pays signataires. Alors certains ont signé très rapidement après l'entrée en vigueur de l'outil, mais avec des entrées en vigueur différées du texte. Donc sur 2-3 ans, en fait, il y a eu plusieurs pays qui se sont rajoutés, mais on est quand même parti sur une base de quelques dizaines de pays. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pays qui sont signataires de cet échange automatique d'informations en matière bancaire. Donc on voit qu'en fait, en 15 ans... Il y en a qui, c'est comme la construction de l'Union européenne, il y en a qui freinent le train en route, commence à 6, maintenant on est 27. Petit à petit, des pays s'ajoutent au fur et à mesure au projet. Le projet est affiné, j'imagine aussi. Exactement. Et en fait, en fonction de l'envie
de ces pays, parfois de réaliser des transactions, des opérations avec des pays qui sont déjà signataires, les États-Unis peuvent très bien lui dire OK, on va négocier un type d'accord commercial. En revanche, en contrepartie, on aimerait bien plus de transparence sur vos flux, donc vous entrez dans l'échange automatique d'informations, Ok. et à ce moment-là, on peut poursuivre. Ah, donc soit volontaire, soit contraint par les accords. Il y a toujours une forme de contrainte économique. Ok. Mais en tout cas, on voit que sur Daxis, en matière bancaire, il y a eu un nombre important de pays qui ont rejoint l'accord dans les années qui ont suivi. Pour DAC8, c'est déjà le cas parce qu'en fait, dans la version initiale du texte, il y avait 52 ou 54 pays, j'ai plus le nombre exact, pays signataires. Et en fait, dans les mois qui ont suivi, il y a des pays qui ont déjà rejoint ou des pays qui ont déjà annoncé leur intention de rejoindre, de signer cet accord. À terme, il devrait y avoir, dans des pays qui sont en train de mettre en place l'accord ou qui ont annoncé le mettre en place à une date donnée ou qui se sont engagés à signer avant une date donnée, on arrive plus autour de 70 pays qui vont entrer dans cet échange automatique d'informations en matière de cryptoactifs. Et est-ce que les pays attirants, on va dire la Thaïlande, Bali, Portugal, Chypre, c'est des pays qui ont prévu de rentrer dans ce type de partage d'accords, qui y sont déjà, qui devraient sûrement pas y rentrer? Ils vont y rentrer. Soit ils sont déjà signataires, effectivement, il y a, je sais plus la liste exacte en tête, mais il me semble que la Thaïlande et l'Indonésie sont déjà signataires. Et en fait, il y a de plus en plus de pays qui manifestent un intérêt pour entrer dans cet échange automatique d'informations. Il faut vraiment avoir en tête que pour ces pays-là, l'idée, c'est de la réciprocité. C'est qu'en fait, quand bien même ils chercheraient à attirer des capitaux parce que des plateformes restent discrètes, en fait, ils ont un impératif quand même à ce que leurs propres résidents soient taxés, qu'il y ait de la transparence chez eux. En fait, pour obtenir de la transparence chez eux, ils sont obligés d'avoir de l'information en provenance de pays tiers. Donc, c'est vraiment un mécanisme de donnant-donnant. Et ça, aujourd'hui, tous les pays l'ont compris. Et c'est pas que à des fins fiscales, hein. C'est évidemment aussi sur des questions de blanchiment d'argent, de corruption. Et même si l'aspect fiscalité, on pourrait se dire, en fait, il y a certains pays qui taxent pas les cryptos, par exemple, donc ils n'ont aucun intérêt à rejoindre un tel outil d'échange d'informations. Si, en réalité, même s'il y a des politiques fiscales qui peuvent être attirantes dans certains pays, il se trouve que la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment, ça, c'est vraiment un objectif qui est partagé à peu près partout à travers le monde. En tout cas, officiellement. Je voulais t'interroger sur les datas, les données qui sont partagées. Quand on parle de reporting de ces données, concrètement, on parle de quel type de données qui sont partagées? Alors tout d'abord, des données personnelles. C'est un enjeu important, les données personnelles, c'est que déjà sur les informations qui vont être transmises, c'est notamment la résidence fiscale des individus. Alors ça peut avoir de l'importance parce qu'on a vu ces dernières années un certain nombre de personnes, alors plutôt des gros patrimoines, qui pouvaient être tentés d'ouvrir des comptes sur des plateformes d'échange situées à l'étranger, mais pas forcément sous leur numéro fiscal français. Notamment des personnes qui peuvent avoir une double nationalité, donc ils vont déclarer qu'ils ouvrent en qualité de résident, de national d'un pays autre que la France. Il y a aussi eu un mouvement, alors c'est très marginal, mais ça compte quand même, un mouvement d'achat de visas dorés. Il y a certains pays ces dernières années la possibilité d'acquérir la nationalité en contrepartie d'investissement ou en contrepartie tout simplement d'un achat. Et c'est pas du tout anecdotique, hein. Il y a même aux États-Unis la question de leur Golden Visa où clairement on peut s'engager à investir une certaine somme et on peut obtenir des visas permanents aux États-Unis. Encore une fois, ça c'est des choses qui sont extrêmement marginales, mais il y a pu avoir une tentation de certains acteurs de dire quand bien même je suis résident en France, je vais ouvrir un compte auprès d'une plateforme à l'étranger en déclarant que je suis résident en Thaïlande, que je suis résident aux États-Unis. Et donc, l'information ne va pas être croisée. Avec cette donnée qui remonte automatiquement, forcément, s'il y a plusieurs plateformes d'échange qui ont une même identité, mais avec différents numéros fiscaux, clairement, ça crée un problème de recoupement et ça crée une alerte. Fausse bonne idée de, en gros, se dire je vais profiter de ma binationalité ou acheter une autre nationalité pour essayer de passer entre les mailles du filet. C'est limite presque pire, j'imagine, parce que ça doit aller générer un warning. Voilà, alors il y a toujours le sujet, on peut très bien être dans un cas où effectivement il y a des homonymes qui ouvrent un compte sur une même plateforme d'échange. Mais étant donné qu'il n'y a pas que la résidence qui fait partie des éléments à communiquer entre les administrations fiscales, il y a aussi les renseignements personnels tels que l'adresse, le numéro de téléphone, les adresses mail. Voilà, en fait, il y a quasiment toutes les informations personnelles qui sont données
aux plateformes d'échange vont être communiquées automatiquement. Donc déjà, ça permet de lutter un petit peu contre le risque d'homonyme et donc d'identifier en fait les personnes qui vont avoir une stratégie de double déclaration de leurs informations personnelles. Par rapport au système bancaire, les données qui vont être partagées de crypto, est-ce qu'on est au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de données que dans le monde bancaire qui sont partagées, ou c'est beaucoup moins d'informations que les données bancaires qui sont partagées? C'est assez similaire. Alors, D'accord. il y a des spécificités qui sont liées à la crypto, notamment sur le fait de faire des échanges entre crypto-actifs, sur les conversions crypto-euros. C'est des opérations qui n'existent pas en matière bancaire. Donc, c'est des informations qui vont être adaptées au secteur crypto, mais qui visent à introduire le même degré de transparence. C'est juste qu'on cible les informations sur lesquelles on a besoin de transparence ou pas. Ouais, mais sur les comptes épargne, on n'a pas le détail des investissements, on n'a pas le détail des paiements sur les comptes bancaires dans le monde bancaire, alors que dans les cryptos, tu me disais, toutes les transactions, revenus passifs ou autres, sont identifiées en plus des soldes. Exactement. Alors ça, oui, Il y effectivement. a plus de granularité quand même sur les transactions, mais par contre, les informations d'identité restent assez standards, de numéro d'identification fiscale à un peu à toutes les données qu'il y a sur la carte d'identité, en plus du numéro de téléphone et de l'adresse mail. Exactement. En gros, si on veut résumer, c'est que sur le côté information personnelle, les données de KYC, donc les données Know Your Customer, vont être transmises de manière automatique. Et puis après, les données économiques vont être adaptées. Et effectivement, les États considèrent qu'il y a plus de données sensibles en matière de crypto parce qu'ils n'ont pas de visibilité dessus, tout simplement. Donc ils ont besoin de cerner un petit peu les profils d'individus et donc ils demandent la communication de plus d'informations. Quand je préparais cette interview, il y avait des personnes qui me disaient « Mais est-ce que tu peux lui demander concrètement ?» On sait, ce n'est pas un master fichier Excel qui est partagé. À quoi ressemble ce fichier concrètement comment les accès sont gérés? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est updaté, mis à jour une fois par mois? À quelle fréquence? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet énorme fichier un peu mystérieux et peu connu du grand public? Alors, ce qui est prévu par les textes, c'est que chaque État membre, en fait, dans le cadre de l'échange automatique d'informations, va récupérer un certain nombre de données sur les acteurs qui sont sur son territoire. Donc, l'administration fiscale française va recevoir de manière automatique et spontanée chaque année les informations communiquées par les plateformes d'échange, et pas que, c'est tous les PSCA, situés sur le territoire français. Avec ces informations, l'administration va les enregistrer dans un espèce de grand logiciel partagé où en fait chaque État membre, au niveau de DAC8, va enregistrer en fait ses propres informations, celles qu'il aura récupérées sur les acteurs qui sont localisés sur son territoire. Ça ne veut pas du tout dire que la France va accéder à l'intégralité des données qui sont implémentées dans ce logiciel, bien entendu, puisque la France n'a absolument aucun intérêt, a priori, à reprendre de l'information sur des résidents qui sont au Portugal, sur des résidents en Italie et autres. Donc, en fait, chaque État membre devrait disposer d'accès sur ses propres résidents. Donc, en fait, il y a un service en fait, qui est en charge de la consolidation et qui va trier les informations, qui va les classer et qui va donner accès à ces informations aux États membres. Donc, pour la France, accès aux informations qui concernent les résidents fiscaux français, etc. Donc oui, en fait, c'est surtout une industrialisation du partage d'informations et une automatisation du partage d'informations qui est plus fait de façon on demande à chaque demande, mais plus via un fichier et des process qui sont établis. Maintenant, si on regarde sur le côté des plateformes, est-ce qu'il y a des plateformes qui ont MiCA ou non, qui sont réfractaires à ce type de partage? Est-ce qu'il y a des plateformes qui partagent plus que d'autres en termes d'informations sur leurs clients? Toujours avoir en tête que les PSCA, et c'est pas propre aux PSCA. Donc Je t'interromps juste, le PSCA, c'est un peu les anciens PSAN, c'est toutes les plateformes d'achat et vente de crypto enregistrées selon MiCA, c'est ça? Exactement. Les PSCA, prestataires de services sur cryptoactifs, c'est le terme qui est consacré dans le règlement MiCA. De base, l'échange automatique d'informations, n'importe quelle plateforme ou n'importe quelle entreprise est toujours un peu réfractaire à le mettre en place. Parce que forcément, c'est un coût obligatoire qu'il est difficile de répercuter sur l'utilisateur. Donc déjà, forcément, ils ne sont pas très enclins à mettre en place ce reporting. Après, ils n'ont pas le choix de toute façon, parce que en cas de défaut de mise en place de ce reporting, il y a des amendes qui peuvent leur être notifiées. Donc réfractaires, oui. Est-ce qu'elles vont pour autant s'abstenir de le faire ? Je ne pense pas. Ça, évidemment, ça va dépendre de la localisation de chaque plateforme. On peut imaginer que
dans certains pays où les sanctions sont plus difficilement mises en place, peut-être que les plateformes pourront se dire, de toute façon, si je communique pas, il va pas m'arriver grand-chose. Tu veux dire au sein de l'Union européenne, par exemple, un pays qui aurait pris une licence à Chypre ou dans un pays peut-être plus flexible, pourrait y avoir une quantité d'informations, une fréquence ou Au sein de l'Union européenne, non, je pense pas. Non. Parce que les pays de l'Union européenne, globalement, en cas de mauvaise application du texte, peuvent être sanctionnés parce que, à la différence des textes au niveau international OCDE, là, on a des tribunaux, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, Ouais. qui va pouvoir sanctionner des manquements des États. Enfin, les manquements, ça peut être des manquements liés à la transposition, mais ça peut être aussi sanctionner des manquements liés à la mise en œuvre d'une directive. Un État qui a transposé et qui s'abstient de notifier toute sanction, alors même qu'on sait qu'elle devrait notifier des sanctions pour non-respect des obligations déclaratives par ces entreprises, cet État peut être poursuivi en manquement, avec des sanctions financières à la clé. Donc au niveau de l'Union européenne, j'ai du mal à imaginer qu'il y a une véritable stratégie de forum shopping. En revanche, au niveau international, via CARF, c'est un peu plus probable parce que en fait, les États signataires, pour certains, non pas forcément par manque de volonté, mais aussi par carence institutionnelle, peuvent avoir des services en fait qui sont plus ou moins efficaces, fois moins que plus. Donc oui, c'est un risque qu'il y ait un petit peu d'inégalité entre les plateformes, entre celles qui seront localisées dans des pays où au moindre manquement, il va y avoir des amendes qui seront notifiées, et d'autres où les pays seront beaucoup plus laxistes. Maintenant, parlons de l'investisseur. Techniquement, il ne voit rien de tout ça. Ou qu'est-ce qui, pour lui, ça va changer? Absolument rien. Pour l'investisseur, ça va rien changer en fait, parce que ce n'est pas une obligation qui lui incombe de son côté, c'est vraiment la plateforme d'échange qui est en charge de rassembler, consolider, mettre en forme les informations et les communiquer à l'administration fiscale. Donc c'est totalement neutre. Alors c'est toujours bien pour l'investisseur de savoir que ça existe, parce que du côté investisseur, même si ce n'est pas l'échange automatique d'informations qui peut poser problème, l'échange automatique d'informations, ça a principalement pour but de s'assurer que les investisseurs sont à jour et respectent leurs propres obligations déclaratives. Par exemple, le fait que les plateformes d'échange soient obligées de communiquer l'existence d'un compte, donc dire, Axel Saban a un compte auprès de telle plateforme, ça va permettre à l'administration fiscale de vérifier que moi, de mon côté, j'ai bien spontanément déclaré que je détenais un tel compte. Ce n'est pas parce que l'administration le sait que je n'ai aucune obligation déclarative, notamment sur les comptes bancaires et sur les comptes crypto. On a des obligations déclaratives, cette fameuse déclaration 3916 bis, qui vise à ce que chaque année, on déclare toutes les références des comptes crypto que l'on détient à l'étranger. Donc en fait, ça va permettre de vérifier la cohérence d'une situation fiscale et le bon respect des obligations déclaratives pour les investisseurs. La seule différence en fait entre DAC8 et avant DAC8, c'est que l'administration avait assez peu de possibilités d'aller vérifier elle-même la cohérence des situations fiscales. Comment elle faisait en fait en pratique? Alors évidemment, elle ne va pas poser la question à toutes les plateformes d'échange. Avant l'échange automatique d'informations, l'information était obtenue d'une manière au niveau international. C'est l'assistance administrative internationale. En quoi ça consiste? C'est l'administration fiscale qui va poser des questions aux administrations fiscales des autres États membres pour qu'elles-mêmes posent des questions à leurs entreprises. Il y a une plateforme d'échange qui est située en Allemagne. L'administration fiscale française va solliciter l'administration fiscale allemande pour leur dire voilà, je pense que Axel Saban a un compte ouvert auprès de telle plateforme située en Allemagne. Est-ce que vous pouvez poser la question à cette entreprise? Est-ce que vous pouvez me confirmer l'existence du compte? Et est-ce que vous pouvez demander les historiques de ce compte? Vous me les transmettez. Donc ça fonctionnait uniquement par droit de communication, soit spécifique, soit généraux. Très ad hoc. Voilà, exactement. En fait, l'administration pouvait demander soit j'ai besoin des informations sur tel compte détenu par Axel Saban, soit elle pouvait procéder par catégorie de personnes. J'ai besoin d'avoir les informations de telle plateforme d'échange située sur votre sol pour tous les résidents qui étaient déclarés comme résidents fiscaux français entre l'année 2023 et l'année 2024. Ça reposait quand même sur une logique d'initiative de l'administration. C'est elle
qui devait les récupérer. Donc forcément, elle ne fait pas forcément des... Ouais, les faire pour tous, parce qu'il y a beaucoup trop de contribuables, d'investisseurs qui ont des cryptos. Mais Exactement. est-ce que cette mesure, elle vise les grands investisseurs ou elle vise en fait monsieur et madame tout le monde? Ça vise tout le monde. Ouais. Ça vise les utilisateurs d'une plateforme d'échange, les Ouais. utilisateurs de services d'un PSCA. Donc ça peut concerner des personnes qui ont quelques dizaines d'euros sur une plateforme d'échange, comme des personnes qui ont 10 millions sur une plateforme d'échange. C'est juste que l'administration sera peut-être un peu plus encline à amorcer des contrôles, Oui, quand il y a on pas atteint un forcément des certain contrôles, seuil des quand même. vérifications en tout cas, sur les profils des gros patrimoines. C'est des profils considérés comme à risque en fait, les gros patrimoines. De ton expérience d'année en tant que fiscaliste dans la crypto, qu'est-ce que tu vois comme angle mort dans ces deux textes de loi, comme chose qui pourrait s'améliorer ou sinon dans le temps? S'améliorer, ça dépend si ça s'améliore pour les contribuables Ouais. ou pour la transparence fiscale. Si on se met sous l'angle de la transparence fiscale, ce qui pourrait s'améliorer, et c'est en cours de discussion, c'est que l'administration là, va avoir de la visibilité sur les opérations, sur les historiques de solde et autres, auprès des comptes ouverts auprès des plateformes d'échange centralisées, des PSCA, donc tout ce qui est centralisé, mais il y a tout l'aspect non-custodial, donc les cold wallets, toute la finance décentralisée, qui reste un angle mort. Ça, en réalité, cet angle mort, il ne repose, ou en tout cas, il ne reposera à terme que sur le bon vouloir de l'administration, en tout cas sur sa montée en compétences. Je m'explique. Actuellement, il y a DAC8 qui entre en vigueur, qui est en vigueur maintenant, donc on va avoir une première communication à partir de l'année prochaine, sur l'année 2026. Mais il y a d'autres textes que DAC8 qui vont permettre d'obtenir des renseignements un peu différents sur les utilisateurs. Il y a notamment ce qu'on appelle la Travel Rule, le règlement TFR, qui vise à ce que les plateformes d'échange s'assurent en cas de transfert qui dépasse un certain montant depuis la plateforme d'échange vers un wallet non custodial, qu'elle s'assure via une question qui est posée, donc c'est purement déclaratif, Ouais. mais ça permet d'introduire une présomption. Contraint l'utilisateur quand même à renseigner cette information. Et en fait, moi aujourd'hui, si je veux retirer des cryptoactifs d'une plateforme d'échange pour les mettre sur un cold wallet qui m'appartient, la plateforme d'échange va me demander si le cold wallet m'appartient. Et donc, je devrais dire oui, c'est un cold wallet, c'est un wallet appartenant à une autre plateforme d'échange, je devrais dire quelle plateforme d'échange. Donc, la communication de ces informations va permettre à l'administration... On commence déjà à agréger pas mal d'informations. Voilà, de faire un pont, en fait, entre une identité personnelle et un cold wallet. Aujourd'hui, en fait, le pseudonymat des cold wallets, on avait difficilement la possibilité de faire le lien entre une adresse blockchain et une identité physique. Ça, ce lien, en tout cas, sur le wallet qui interagit avec la plateforme d'échange, on va lever le pseudonymat là-dessus. En tout cas, il y a la possibilité de lever. Et à partir de là, en fait, comme toutes les opérations qui se déroulent en DeFi, qui sont les opérations on-chain, sont publiques, en fait, il suffit à l'administration de se doter d'agents des finances publiques qui sont compétents pour faire de la traçabilité et actuellement de logiciels qui vont leur permettre de faire de la traçabilité. Et ensuite, sur ce cold wallet, je vois que ça interagit avec tel protocole de DeFi, je vois que c'est transféré sur tel autre cold wallet, donc je vais pouvoir demander aux contribuables, il y a eu un transfert sur un autre cold wallet, est-ce qu'il vous appartient ? Oui, non. Si c'est non, à qui ça appartient et pourquoi vous avez transféré ? En fait, il va y avoir une piste de contrôle où on va pouvoir un peu remonter les flux et identifier notamment des paiements qui se réalisent on-chain qui ne seraient pas forcément déclarés, des revenus qui sont générés on-chain qui ne seraient pas forcément déclarés. Mais ça repose non pas sur l'échange automatique d'informations, mais ça repose sur la maîtrise par l'administration fiscale d'outils de traçabilité on-chain. En effet, là, on est sur un grand projet de surveillance de masse, au-delà des transactions centralisées, d'aller même grappiller de plus en plus d'informations sur la partie décentralisée et self-custody. Exactement. Tu verrais quoi comme même prochaine étape que l'administration pourrait mettre en place de surveillance un peu plus avancée C'est difficile de faire plus. Disons que s'il y a une transparence totale sur les plateformes d'échange et que l'administration, encore une fois, ça repose sur sa propre initiative, sa propre montée en compétences, mais si elle se dote d'outils qui permettent d'avoir une traçabilité très extensive on-chain, en fait, toutes les opérations crypto peuvent être connues de l'administration sans avoir besoin de poser des questions à un individu. Déjà, on est sur une surveillance qui commence à être un petit peu... qui s'accroît d'année en année et qui finit par être totale. Après, évidemment, il y a les autres sujets de transparence qui sont en lien avec la crypto, mais avec les projets qui commencent à se concrétiser maintenant de véritables monnaies numériques de banque centrale. Donc en fait, vu que ce sont des monnaies numériques qui seront sous forme de cryptoactifs, mais qui seront
émis par les banques centrales, forcément, il va y avoir de la traçabilité sur les opérations, sur ces monnaies numériques. Comme il y aura a priori quelques interactions avec le monde crypto, en fait, le fait de transférer ces stablecoins euros, mais c'est vrais stablecoins euros, pas des stablecoins émis par des émetteurs privés, mais des stablecoins publics, le fait de les transférer sur un wallet, alors je ne sais pas exactement comment ça se matérialisera, la détention de ces stablecoins, mais on peut imaginer que si stockable sur des wallets sur Ethereum ou autres, en fait, le fait de transférer ces stablecoins publics sur son cold wallet, en fait, la banque va savoir que le wallet nous appartient et avoir de la visibilité sur ce qui est contenu dans ce wallet, et donc va pouvoir avoir toujours plus de traçabilité, qui vont finir par amener à un climat de... Pour l'instant, j'ai pas envie de dire surveillance, parce que c'est pas encore adapté, Total, ouais. mais en tout cas de transparence totale. Après, la surveillance, la transparence, elle est là. La surveillance, c'est plus un acte politique qui découle de la transparence. Ouais, mais on sait qu'une fois que les outils sont en place, il manque plus grand-chose pour prendre l'action et l'exploiter. Si tu devais changer une chose dans DAC8, qu'est-ce que tu changerais? Je pense que si je devais changer quelque chose, ce serait l'information financière, en fait. Le fait d'avoir l'information financière qui est consolidée dans des grands fichiers, c'est toujours quelque chose qui est à risque. Et donc, le fait de déclarer la détention d'un compte, que un compte ouvert auprès de telle plateforme appartient à un résident fiscal français, pourquoi pas? Ça, à la limite, c'est plutôt normal et plutôt sain que l'administration sache un petit peu quels sont les supports où on place notre patrimoine. Après, comme l'administration a déjà des pouvoirs d'investigation pour, quand elle identifie un support, pour aller récupérer de l'information au cas par cas, ou alors même de manière généralisée, je pense que ça déresponsabilise un peu l'administration d'aller chercher réellement des profils à risque, et il y a le risque que la consolidation de données économiques soit traitée via de l'intelligence artificielle, qu'il y ait des biais en fait de traitement, qu'il y ait de la mauvaise exploitation du traitement. Donc oui, j'aurais plutôt tendance à dire transparence sur les supports patrimoniaux, mais pas sur le contenu des supports patrimoniaux, parce que l'administration a d'autres moyens plus sécurisés pour récupérer de la donnée et ne pas tout consolider en fait dans un outil qui peut être mal utilisé. Il y avait eu, il y a quelques années, en France en tout cas, un débat qui était houleux, qui était assez houleux, voilà, la fusion d'un certain nombre de fichiers d'information, alors des fichiers URSSAF, des fichiers fiscaux, voilà, il y avait plusieurs dizaines de fichiers qui devaient être consolidés dans un grand fichier central. Et à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de personnes, des juristes, des politiques et autres, qui s'étaient complètement insurgés contre cette fusion en un fichier centralisé, parce que justement, c'était considéré comme une atteinte extrême à la vie privée, que c'était un risque de dérive, parce qu'à partir du moment où, dans un seul fichier, on a la possibilité de tout connaître de l'individu, de tout contrôler, de tout aller vérifier et de tout surveiller réellement, ça pose des problèmes en termes de sécurité de la donnée et de toute façon de mauvaise utilisation par les services qui seront en charge de gérer ce fichier central. Ça fait presque maintenant 10 ans que tu es avocat fiscaliste dans la crypto. Tu as dû voir des situations particulièrement différentes. Tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence à investir en Bitcoin ou en crypto. Qu'est-ce que tu pourrais partager? Déjà, sur la question stricte des obligations fiscales, il y a des obligations qui aujourd'hui ne sont pas vraiment négociables parce que c'est trop bête. Par exemple, le fait de déclarer les références des comptes de cryptoactifs que l'on détient auprès des plateformes situées à l'étranger, c'est rapide à faire. Et avec DAC8, en fait, on voit que de toute façon, l'information sera connue. Donc s'abstenir de déclarer les références de ces comptes, c'est s'exposer à des amendes qui sont en gros de 1 500 € par année par compte, c'est l'amende minimum. Et il y a un certain nombre d'autres sanctions, des délais de prescription allongés, des pénalités qui sont importantes en cas de non-déclaration des gains réalisés sur des plateformes non déclarées. Donc en fait, déclarer les références de ces comptes, ça me paraît déjà être le minimum syndical, donc toujours bien noté, et même les comptes qu'on n'utilise plus. J'ai ouvert un compte juste pour tester, juste pour voir les fonctionnalités, j'ai mis 10 € dessus, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est pas grave, tant qu'il n'est pas fermé, on le déclare. Donc toujours avoir une certaine assiduité sur le suivi des comptes à déclarer. Ça c'est le premier point. Et deuxième point qui est assez important, c'est essayer de se renseigner au maximum sur les opérations qui pourraient donner lieu à de l'imposition. Quelqu'un qui veut investir et qui veut être très simple, qui ne veut pas se prendre la tête, il investit, il conserve, il hold ses cryptos,
il ne fait rien d'autre et éventuellement, de temps en temps, il peut faire quelques échanges entre cryptoactifs. Ça, vu qu'aujourd'hui, c'est pas encore remis en cause, peut-être que ça le sera dans les prochaines années, mais c'est pas encore le cas. Les échanges entre cryptoactifs, j'ai du Bitcoin, je veux acheter de l'Ether, donc j'échange mon Bitcoin contre de l'Ether, c'est une opération qui ne donne lieu ni à déclaration, ni à constatation d'une plus-value, ni rien. C'est un sursis d'imposition. Donc se cantonner à des opérations simples et long terme, c'est déjà prudent d'un point de vue investisseur, et c'est sans doute la manière de ne pas se ramasser au niveau fiscal. En revanche, dès lors qu'on commence à entrer sur des opérations complexes, je ne vais pas dire exotiques parce que c'est de moins en moins exotique et c'est de plus en plus facile d'accès, mais si on veut faire du mining, si on veut faire du stacking, si on veut générer des intérêts sur des protocoles de finance décentralisée, de lending, borrowing, là, il faut commencer un petit peu à s'intéresser au sujet pour voir si effectivement il peut y avoir lieu à un fait générateur d'imposition. Toujours avoir en tête que c'est pas parce qu'on reste en crypto qu'on n'a pas d'imposition. Moi, je vais donner un exemple que je donne systématiquement à mes clients pour qu'ils comprennent bien, parce que souvent ils me disent « Oui, mais j'ai pas pris d'euros, je vois pas pourquoi je serais imposé. » Demain, tu perçois un salaire, ton employeur te le verse en crypto, ça reste un salaire, donc c'est imposable en tant que salaire, au barème progressif de l'impôt, même si c'est de la crypto. Donc c'est juste du paiement en nature, c'est un avantage en nature, et ça vaut pour tout. Si je détiens un bien immobilier et que je décide de me faire payer mon loyer en crypto, ça reste un loyer classique à déclarer comme un loyer. Après, évidemment, le fait que ce soit de la crypto, il va y avoir d'autres impacts derrière sur les calculs de plus-value et autres, mais toujours avoir en tête que le fait que ce soit de la crypto, ça ne fait pas entrer dans une catégorie d'imposition. On regarde toujours la source juridique du flux pour savoir où ça rentre, comment c'est taxé. Et ça, c'est très important à comprendre. Merci beaucoup, merci Axel, merci pour ton temps, pour les précieux conseils et toute cette information qui est souvent peu connue. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra. Et sinon, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Pierre, ciao!